Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de Bookapax. Ça vous dit de percer le secret des livres, d'aller voir comment ils sont construits ? Venez, je vous emmène dans les coulisses de l'écriture. Ce podcast, c'est pour vous, passionnés de lecture. Ensemble, on va se glisser dans les arcanes du style, fouiller les tréfonds du langage. Vous aussi, vous lisez un livre en cherchant à savoir comment il est bâti ? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, on ouvre le tome 2 de la saga L'Amie prodigieuse. S'il est une chose dont je me félicite, c'est bien celle d'avoir attendu que l'ensemble de la tétralogie d'Elena Ferrante paraisse. J'ai pu ainsi enchaîner les tomes les uns après les autres, sans attente. Car clairement, je n'aurais pas pu patienter au minimum 1 an à la fin de chaque roman pour connaître la suite et retrouver les personnages. Mais trêve d'autosatisfaction, et revenons au tome 2. Le nouveau nom, c'est ainsi qu'il s'intitule. On est désormais dans les années 60, Lila et Lénou ont à peine la vingtaine, et c'est leur jeunesse qu'on va voir se dérouler sous nos yeux. L'incipit nous met immédiatement dans l'ambiance, à la fois tendre et plein d'une sourde hostilité. Au printemps 1966, Lila, dans un état de grande fébrilité, me confia une boîte en métal contenant 8 cahiers. Elle me dit qu'elle ne pouvait plus les garder chez elle car elle craignait que son mari ne les lise. J'emportai la boîte sans faire de commentaires, juste quelques remarques ironiques sur la quantité de ficelle qu'elle avait utilisée pour la fermer. À cette époque, nous étions en très mauvais termes, mais on aurait dit que j'étais la seule à le penser. Les rares fois où nous nous voyions, elle n'exprimait nulle gêne. Elle était affectueuse et pas une parole hostile ne lui échappait. Quand elle me demanda de jurer que je n'ouvrirais la boîte sous aucun prétexte, je jurai. Mais dès que je fus dans le train, je défis la ficelle, sortis les cahiers et commençai à lire. Confiance et ressentiment. Voilà comment débute ce 2e volet de l'Amie prodigieuse. Mais n'est-ce pas le cas depuis le début de l'amitié qui lie Lila à Lénou ? Ces 2 sentiments ne sont-ils pas les 2 fils qui tissent leur relation ? Cette amitié, elle a débuté avec la méchanceté de Lila, qui a perdu la poupée de Lénou en la balançant dans la cave de leur immeuble. Le ton, déjà, était alors donné. Derrière Lila, incandescente et belliqueuse, traîne constamment Lénou, discrète et déterminée. Désormais, Lila est une femme mariée. Dès les premiers jours de son mariage, dès le voyage de noces, elle a goûté à l'amertume, elle a goûté au coup, à la trahison, au viol conjugal. Le désenchantement est violent, mais on sauve les apparences. Toujours. Même si, derrière le masque des conventions, c'est le feu. Quand elle regarde Stefano, son époux, celui à qui elle a dit oui pour la vie, c'est comme si soudain, elle ouvrait des yeux affolés. Ce qui l'effrayait et la faisait souffrir à présent, c'était la grosse alliance qui brillait à son annulaire. Incrédule, elle repassa les événements de la journée. L'église, la cérémonie religieuse, la fête. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Se demanda-t-elle, étourdie par le vin. Qu'y a-t-il dans ce petit cercle d'or, ce zéro scintillant dans lequel j'ai glissé mon doigt ? Stefano aussi en avait un. Il brillait parmi ses poils très noirs. Elle se souvint de lui en maillot de bain, tel qu'elle l'avait vu à la plage. Poitrine large et rotules grosses comme des bols à l'envers. À ce souvenir, elle réalisa que pas le moindre détail de sa personne n'avait un quelconque charme à ses yeux. Elle sentait que c'était un être avec qui elle ne pouvait désormais rien partager. Or, il était là, en veste et cravate. Il remuait ses lèvres gonflées, grattait une de ses oreilles au lobe charnu, et régulièrement se servait avec sa fourchette dans l'assiette de Lila, juste pour goûter.
Désormais, Stefano, l'époux de Lila, c'est cet homme charnu, gonflé, violent. C'est ainsi qu'elle le voit. C'est ainsi qu'il est. Le jeune homme n'a plus aucun charme. Tout crédit lui est retiré. Lila a tout sur le plan matériel. Mais affectivement, c'est le drame. Lénou, elle, assiste impuissante à la flétrissure de cette amie si chère et pourtant si énervante. Elle survole le collège, puis le lycée, et rompt avec le quartier pour intégrer, non sans complexe, les milieux aisés et intellectuels. Mais toujours, c'est vers Lila, la surdouée à l'esprit de feu, qu'elle se tourne pour se juger, se jauger, quitte à éprouver des sentiments inavouables. Quand un jour Lila exprime l'envie éventuelle de reprendre des études, voilà ce qu'elle se dit. À l'idée que Lila reprenne ses études, j'éprouvais un déplaisir qui me sembla ignoble. Je savais qu'elle rattraperait sans problème les années d'études perdues. Je savais que je la retrouverais à mon côté aux épreuves du bac que nous passerions au coude à coude. Et je réalisais que cette perspective m'était insupportable. Mais il m'était plus insupportable encore de découvrir en moi ce sentiment. Lénou a beau étudier, avancer, changer doucement mais sûrement de classe sociale, elle ne peut se départir d'un sentiment d'infériorité. Par rapport à Lila d'abord, qui peut tout apprendre avec une facilité déconcertante et avec qui elle ne sait jamais sur quel pied danser. Mais aussi par rapport à ses camarades mieux lotis, qui ont accès plus facilement au savoir et qui ont des codes qu'elle doit apprendre à maîtriser. Alors elle ne cesse de s'instruire, d'observer, d'ingurgiter encore et toujours des savoirs, sans jamais être totalement satisfaite d'elle-même. La violence des sentiments des jeunes femmes fait écho au climat de violence qui règne dans le quartier, mais aussi dans les foyers. Les coups pleuvent sur les femmes et les enfants, les hommes en viennent facilement aux mains. Lila et Lénou, elles, vont fuir cette ambiance pour plusieurs semaines de vacances en bord de mer. Mais c'est là, sous le soleil écrasant de l'été, sur ces plages où elles se prélassent, dans ces ruelles où elles se perdent, que le vernis craque. Elena Ferrante fait alors se déchaîner les sentiments. Les vacances qui devaient rapprocher les deux amies les voient se déchirer, portées par des passions contradictoires, ébranlées par des découvertes déconcertantes. L'incompréhension les éloigne. Les hommes les séparent. Leur statut de femme dans une société au patriarcat écrasant les pousse à se définir autres. Chacune va alors choisir sa voie. Les études, encore et toujours pour Lénou, l'intellectuel miné par un sentiment tenace d'illégitimité, et la flamboyante insolence pour Lila, qui continue de se gâcher, qui manipule pour se dégager des espaces de liberté et qui n'hésite pas à céder à la passion. Ce deuxième tome est fort, très fort, parce qu'il semble tirer toute sa substance de l'antagonisme entre les deux jeunes femmes. Un antagonisme qui atteint alors son paroxysme, exacerbé par l'environnement, la chaleur et l'âge. Les sensations s'en trouvent puissantes.
et l'autrice sait magnifiquement les décrire pour nous les faire vivre au plus près. On est impliqué dans les luttes, on ne peut que prendre parti, tantôt pour l'une, tantôt pour l'autre. C'est à la fois épuisant et sublime. Car on voit une Lila qui se perd, qui se ratatine aux mains d'un mari violent, qui reste très combative, mais qui se remplit de haine et d'un torrent de colère. Son chemin de vie se fait tortueux, alors que Lénou, elle, choisit un chemin certes ardu, celui des études. Mais c'est une voie qui l'amène vers le succès, vers l'estime des autres. Désormais, quand elle revient à Naples, elle sent que le regard a changé sur sa personne. Chez moi, j'étais désormais traité comme quelqu'un d'important. Mon père m'observait avec complaisance. Je sentais son regard satisfait sur moi, mais quand je lui adressais la parole, il était gêné. Il ne me demandait jamais ce que j'étudiais, à quoi cela servait ou quel travail je ferais ensuite. Non que ça ne l'intéressait pas, mais il redoutait de ne pas comprendre mes réponses. En revanche, ma mère circulait dans l'appartement, l'air toujours revêche, et en entendant son pas que j'aurais reconnu entre tous, je me rappelais combien j'avais craint de devenir comme elle. Lorsqu'elle me parlait, on aurait dit que j'étais coupable de quelque mauvaise action. Quoi que je fasse, je percevais une nuance de désapprobation dans sa voix. Toutefois, elle ne voulut jamais que je fasse la vaisselle, débarrasse ou lave le sol. Mes frères et sœurs furent aussi un peu mal à l'aise. Ils se forçaient à me parler en italien, corrigeant souvent eux-mêmes leurs erreurs, tout honteux. Mais j'essayais de leur montrer que j'étais celle de toujours, et peu à peu, je parvins à les convaincre. Qu'on soit impulsive ou introvertie, volcanique ou prudente, sûre de soi ou hésitante, on ne cesse de se reconnaître dans les parcours, les attitudes et les émotions des personnages d'Elena Ferrante. Leur force réside dans la multitude des frissons qu'ils nous procurent. Frissons d'horreur comme frissons de plaisir. Car l'autrice sait comme personne fouiller le sentiment humain pour aller en chercher le cœur, en décortiquer le mécanisme, en expliquer la provenance, en étaler les noirceurs comme les élégances. Lila et Lénou se rapprochent et s'éloignent, à la fois complices et rivales. Ce deuxième volet se termine en apothéose pour Lénou, la plus complexée des deux. Mais toujours, une question revient, sous-tendant le roman. Peut-on s'élever dans l'échelle sociale sans dégâts ni fracas ? Pour répondre à cette interrogation, Elena Ferrante s'attache à explorer les failles et incertitudes de ses personnages, n'hésitant pas à mettre à jour leurs pires facettes. Le poids du déterminisme social pèse lourdement sur les épaules de Lénou. Il empêche Lila de déployer ses ailes et nous accroche au roman. On veut savoir comment les deux jeunes femmes vont évoluer, s'en tirer, éviter les ornières. Lila s'ouvre à la maternité, tandis que Lénou, elle, s'ouvre au monde. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter et à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous demain pour parler du tome 3 de la saga d'Elena Ferrante. À bientôt.